Nous sommes à la fin du mois de mai, 415 avant Jésus-Christ. Une électricité charge l'air ambiant. Le port d'Athènes est en effervescence. On charge depuis des jours des stocks dans les trières. Des centaines d'hoplites commencent à se rassembler en vue d'embarquer pour la plus grande expédition que la cité n'ait jamais menée. Mais n'est-on pas censé être en temps de paix depuis quelques années ? En réalité, on l'a vu dans l'épisode précédent. La paix de Nikias n'a rien réglé. Athènes n'a pas renoncé à son désir d'empire. Nombre d'Athéniens ont même développé tout leur business autour de la guerre. La démocratie de la chouette ne peut se satisfaire du statu quo négocié par Nikias, homme politique de premier ordre dans la cité et défenseur d'une paix qu'il veut propice au rétablissement de son peuple meurtri. Mais à l'opposé, Alcibiade porte le bellicisme à son paroxysme. Il voit dans cet accord une trêve provisoire imposée par les circonstances de combat défavorables. En contournant les accords de paix, il maintient la pression sur Sparte et le Péloponnèse, notamment via le nouvel allié argien. Mais lors de la bataille de Mantinée, Sparte était parvenue à conserver son autorité sur la péninsule avec la force de ses phalanges. La cité lacédémonienne se sert d'ailleurs du bellicisme de sa rivale pour s'ériger en championne de la liberté des cités et garde ainsi de nombreuses cités puissantes dans son alliance. C'est en 415 que tout bascule. Sous l'impulsion de cet ambitieux Alcibiade, Athènes se lance dans la gargantuesque expédition de Sicile. Objectif, faire chuter la cité de Syracuse et mettre la main sur la riche et très stratégique île au cœur de la Méditerranée. Quelle que soit l'issue de cette invasion de l'autre côté de la mer, Athènes joue très gros et toute la physionomie du monde grec pourrait en être chamboulée. Il fallait au moins un Alcibiade pour lancer Athènes sur la route de la Sicile. Né vers -450 à Athènes, avec une famille liée à l'aristocratie spartiate et aussi à rien de moins que Périclès, il était bien parti pour avoir un destin hors du commun. Son éducation n'est d'ailleurs pas confiée à n'importe qui, car c'est Socrate lui-même, l'un des plus grands philosophes de son temps, qui va l'assurer. À 20 ans, il participe à la bataille de Potidée et s'illustre aux côtés de son tuteur, qui le sauverait même in extremis d'un coup fatal si on en croit Platon. Il sera de toutes les grandes batailles que mène Athènes par la suite, notamment la défaite de Délion. Ayant grandi et vécu toute sa vie dans la fougue et le tumulte de la guerre qu'Athènes mène pour garder et étendre son empire, il digère forcément très mal la paix de Nikias. Personnage sulfureux, beau et riche, dont la conduite scandaleuse, à coups de beuverie et d'orgie, n'entame qu'à peine sa popularité, construite à l'aide de sa rhétorique légendaire. Il s'impose rapidement dans la politique de la ville après la mort de Cléon. Menant d'une main de maître le parti de la guerre, il remet le feu aux poudres dans le monde grec. Quand la cité sicilienne de Ségeste appelle à l'aide d'Athènes pour contrecarrer l'ambition de Syracuse et qu'elle propose même de financer une expédition, Alcibiade convainc facilement l'assemblée de la nécessité de cette intervention. Il se sert même, souvenez-vous, des menaces de Nikias sur la force syracusienne et les risques d'une fuite en avant pour faire gonfler les effectifs de sa grande aventure.
Pourtant, les Athéniens ne savent rien de la situation réelle de l'île et de la puissance militaire des cités qui la composent. En mai 415, l'expédition enfin prête s'élance et quitte Athènes. 134 trières, 30 gros navires de commerce qui transportent 27 000 hommes, dont 5 100 hoplites athéniens et alliés, 480 archers, 120 peltastes, 700 frondeurs rhodiens et 30 cavaliers transportés dans un navire construit spécialement. Nous pouvons noter parmi cette immense force coalisée la présence de 250 Mantinéens et 500 Argiens. Les cités réfractaires du Péloponnèse, qui n'ont pas digéré la défaite de Mantinée, font partie de l'expédition et misent elles aussi à corps perdu sur l'extension de l'Empire athénien. Il faut d'ailleurs ajouter à ce chiffre les 10 000 rameurs et 700 citoyens athéniens engagés comme soldats de marine. Et encore, une bonne centaine de navires de commerce en tout genre, pour les outils, le personnel non combattant, les boulangers, les maçons et les charpentiers. Et oui, on réduit trop souvent l'expédition au corps combattant, mais il faut quasiment doubler les chiffres si on veut prendre conscience de la véritable taille de l'armada. 3 hommes prennent la tête de cette flotte. Lamachos, un général et hoplite aguerri, Nikias, que l'on commence à bien connaître, et bien évidemment Alcibiade lui-même. C'est un corps expéditionnaire considérable qui s'élance sur la longue route longeant les côtes de Grèce occidentale, d'Italie du Sud, puis enfin de Sicile, 2 mois après leur départ. 1500 km de navigation, c'est considérable pour l'époque, surtout pour une force aussi imposante. À son arrivée au bout de la botte italienne, devant la cité de Région, l'expédition est frappée par la froideur de l'accueil des locaux, sentant sûrement les affres de la guerre venir à leur porte. C'est là que les 3 commandants commencent déjà à se diviser. Nikias, réfractaire avant même le départ, avance cette froideur des locaux en argument de la futilité de l'entreprise. Alcibiade propose plutôt d'engager une campagne d'influence et de séduction de toutes les petites cités de la région pour les retourner contre Syracuse. Lamachos, de son côté, en bon soldat expérimenté, conseille de voguer au plus vite vers Syracuse pour prendre la cité d'assaut avant qu'elle ne se renforce. C'est finalement, encore une fois, la vision d'Alcibiade qui l'emporte après que Lamachos se range derrière lui. Et une intense campagne diplomatique débute dans le nord de l'île. On dit même qu'Alcibiade, dont l'appétit est insatiable, adopte cette stratégie car il aurait pour ambition une prise de contrôle totale de l'île. Au sud, dans l'assemblée syracusienne, on débat également sur l'attitude à adopter. Le général Athénagoras plaide pour une capitulation pour éviter le pire, alors qu'un autre, Hermocrate, balaye de la main la peur de l'envahisseur et souhaite préparer les défenses de la ville. Le deuxième se voit donner raison par les jours suivants quand il apprend que la grande majorité des cités de l'île rejettent en bloc les avances d'Alcibiade, voyant bien qu'Athènes ne cherche qu'à étendre encore une fois son empire. C'est à ce moment qu'Alcibiade reçoit une missive qu'il aurait sûrement préféré ne jamais ouvrir. Il est convoqué sans attendre à Athènes. La raison ? On l'attend pour son procès. Des affaires touchant une hypothétique mutilation de statues d'Hermès et la parodie des mystères d'Éleusis, ou même des rites secrets qui auraient été dévoilés à des non-initiés durant des fêtes privées. C'est donc pour des accusations d'impiété qu'Alcibiade est convoqué. Un crime extrêmement grave en Grèce antique. Il embarque donc pour le chemin de retour avec la boule au ventre. Calomnie ou pas, il n'est pas certain de l'issue de son procès. La peur d'une condamnation à mort est même si forte qu'à mi-chemin, son navire fait un petit crochet par le Péloponnèse. Oui, Alcibiade profite d'une escale pour fuir et il s'exile à Sparte, promettant d'après Plutarque que, je cite,
les Athéniens se souviendront de lui. Nikias, qui pourtant en était le plus grand opposant, se retrouve malgré lui aux commandes d'une expédition qu'il réprouve. Mais en meneur pragmatique, il sait qu'il doit composer avec la situation, et Syracuse doit tomber. À la fin de l'été, imposant leur présence, les Athéniens prennent pied sur l'île et débarquent à Messine, qui leur accorde de s'installer près de la cité de Catane, à quelques kilomètres au nord de Syracuse. Nikias est à son habitude très prudent. Il s'est renseigné sur l'armée syracusienne, et il apprend en premier lieu que la cité serait peuplée par 20 000 citoyens potentiels hoplites. Mais surtout, il découvre l'existence d'une cavalerie nombreuse et très réputée, atout qui lui manque cruellement. Il souhaite donc éviter à tout prix un engagement en plaine, où ses cavaliers auraient à loisir de contourner son armée. C'est avec ses cartes en main qu'il élabore un plan ingénieux. Un agent est envoyé à Syracuse pour assurer aux dirigeants de la ville que les Athéniens ont stocké leur ravitaillement trop loin de leur camp, avec une maigre surveillance. Et les Syracusiens mordent à l'appât. L'armée se met immédiatement en marche pour Catane, sous les ordres d'Hermocrate. Mais entre-temps, Nikias fait embarquer l'intégralité du corps expéditionnaire sur les navires, et il contourne la côte de nuit. Au petit matin, alors que les Syracusiens arrivent devant la plaine vide de Catane, Nikias et ses troupes débarquent juste au sud de la cité, sur une position beaucoup plus favorable. Entourés par la mer et des collines raides à l'ouest, quand l'armée syracusienne se rend compte de son erreur et revient sur ses pas, les Athéniens sont solidement retranchés, dans une posture qui prévient toute intervention de la cavalerie. Dès le lendemain, l'affrontement se fait inévitable et s'engage sur le terrain que les Athéniens ont choisi. Et ils l'ont bien choisi. Les hoplites athéniens se placent au centre pour commander leurs alliés de la Ligue de Délos et les contingents péloponnésiens sur les flancs. En face, la phalange syracusienne fait sensiblement la même taille. Elle est flanquée sur sa gauche par la cavalerie. Dans une audace qui surprend Hermocrate, Nikias et Lamachos saisissent l'initiative et chargent avec toute leur force. La résistance des locaux est féroce, mais l'aile gauche commence déjà à plier sous la fureur des Argiens et Mantinéens qui mettent en déroute la cavalerie qui n'a pas pu se servir de sa mobilité ou d'une distance de charge convenable. Se servant de ces momentum, les Athéniens prennent le dessus à leur tour au centre. Hermocrate comprend qu'il est vaincu et il ordonne la retraite. C'est là que le manque de cavalerie se fait sentir chez les Athéniens. Incapables de poursuivre leurs adversaires, ils ne peuvent transformer leur succès. Ils doivent laisser l'armée adverse se retirer sous couvert de leur propre cavalerie, jusqu'à l'abri d'un complexe religieux à l'ouest. Ils laissent 260 hommes sur le terrain, contre seulement 50 Athéniens. Nikias et Lamachos l'ont emporté. Mais la saison est déjà bien trop entamée et l'adversaire encore trop fort pour espérer prendre d'assaut la cité. Ils se résignent à retourner à Catane pour prendre leur quartier d'hiver. L'homme politique athénien comprend l'ampleur de la tâche qui l'attend et maudit sûrement à plusieurs reprises Alcibiade qui a mis sa cité dans cette position avant de fuir. Il demande à sa cité des renforts et il appuie sa demande sur ce qui lui manque le plus, la cavalerie. 250 cavaliers et 30 archers à cheval, ainsi qu'une coquette somme d'argent pour engager des mercenaires sur place, lui parviennent pendant l'hiver. Il envisage d'établir un blocus complet de la ville, dès le retour des beaux jours, par mer et par terre. Alors, si le premier peut s'appuyer sur la solide flotte dont il dispose, le deuxième est plus délicat. De son côté, Syracuse ne reste pas les bras croisés. Hermocrate a bien vu que malgré ses forces conséquentes, son adversaire était aussi ingénieux que robuste. La cité ne pourra vaincre seule. Des émissaires sont dépêchés en direction de la Grèce continentale.
et bien naturellement en priorité dans le Péloponnèse. Les premiers à être contactés sont les Corinthiens, terre d'origine des colons qui auraient fondé la Syracuse. Puis vint le tour des Spartiates. Devinez qui pointe le bout de son nez à ce moment-là ? Alcibiade. L'exilé parvient à trouver une oreille très attentive parmi l'assemblée spartiate et il les alarme sur les plans hégémoniques athéniens qui voudraient étendre leur empire sur toute la Sicile et même sur la terre de Carthage. Oui, ses propres plans. Mais il n'en faut pas plus à une Sparte revigorée par sa victoire de Mantinée et soutenue par une grande partie de son alliance pour décider de formellement reprendre les hostilités avec Athènes et de répondre à l'appel de Syracuse. C'est donc bien à l'autre bout du monde grec que le conflit va reprendre. Alors que les beaux jours arrivent, Nicias et Lamakos remettent leur armée en branle. Ils débarquent cette fois-ci au nord de la cité et se mettent en marche. L'armée syracusienne vient à leur rencontre pour tenter de prendre sa revanche, mais les forces débarquées restent supérieures et ils ne parviennent pas à entraver leur avance et doivent se replier à l'abri des murailles. Nicias peut alors mettre en place son plan de blocus. Un immense camp est construit au sud de la cité pour héberger l'armée et protéger le mouillage de la flotte dans la rade. Le fort du Plémyrion. Un second est construit sur les hauteurs au nord, le fort de l'Abdalon. Enfin, au centre du dispositif, le fort circulaire du Sique est monté au cœur d'un dispositif de longs murs. Hermocrate tente de réagir, mais ses assauts sont soldés par des échecs. Il décide donc de faire construire à son tour des murs en miroir de ceux des Athéniens pour gêner leur encerclement par le nord. Lamakos veut remettre son adversaire en place et organise une offensive limitée sur le chantier des assiégés. 300 hoplites s'infiltrent derrière les murs tandis qu'une force principale se prépare. Mais très rapidement, trop rapidement, la cavalerie syracusienne réagit et met en déroute la troupe d'assaut athénienne. L'entièreté de la cavalerie se retourne alors sur la force de Lamakos, qui était en train de se mettre en ligne dans la plaine, et elle profite du désordre pour charger. Alors que la phalange n'est pas encore en formation, les pertes sont douloureuses. Et parmi les morts, Lamakos en personne. Nicias se retrouve donc seul à la tête de l'expédition, celle-là même qu'il réprouvait. Le politicien sait qu'il doit maintenant faire au mieux, mais les précieux conseils du vétéran risquent désormais de cruellement lui manquer. Sparte a, de son côté, encouragé par Alcibiade, répondu favorablement à l'appel de Syracuse. C'est Gylippe qui est mis à la tête de l'armée de secours. Cet homme a un statut spécial, c'est ce que l'on nomme un motax, né d'un père spartiate et d'une mère ilote. Appartenant à la couche basse des citoyens spartiates, il est à l'image de l'engagement limité qu'opère sa cité. Il n'emporte avec lui que 700 fantassins de marine, 1000 hoplites et 100 cavaliers. Il est le seul véritable spartiate à proprement parler de l'expédition. Les autres sont des ilotes ou des périèques. Mais Sparte envoie quand même ici un symbole fort de réengagement. Débarquant sur l'île, il s'emploie à recruter des mercenaires sur place et arrive à s'adjoindre 1000 guerriers siciliens supplémentaires. Avec cette force suffisamment importante, il attaque par surprise le camp de l'Abdalon et s'y installe. Au même moment, un petit corps expéditionnaire corinthien, composé de 13 trières, parvient lui aussi à se jouer du blocus athénien et arrive sur les lieux et rejoint Gylippe. Cette présence sur les arrières athéniennes permet aux assiégés de continuer la construction de leur contre-fortification, coupant cette fois-ci le tracé athénien et les empêchant de compléter le blocus. Nicias tente bien de réagir en envoyant ses forces à la rencontre de ce nouvel arrivé. Mais ce dernier profite du terrain pour fixer l'armée adverse avec son infanterie et utilise au mieux ses cavaliers et fantassins légers pour déborder sur les ailes. Après leur victoire, les Péloponnésiens prennent contact avec les assiégés. Après cet énième revers,
Le moral athénien est en berne. On commence à se questionner sur la faisabilité d'une telle entreprise. De plus, l'équilibre des forces est de plus en plus dangereux suite à l'arrivée de ces renforts péloponnésiens. Et pour couronner le tout, l'entassement et le ravitaillement difficile font naître la maladie dans les tentes athéniennes. Le paludisme commence ses ravages dans les rangs de Nikias. Dans l'enceinte de la cité, Hermocrate accorde la direction des opérations à Gylippe, visiblement plus audacieux et compétent que lui. Ce dernier convainc alors l'assemblée de Syracuse qu'elle doit changer de stratégie pour réanimer l'ardeur de ses troupes. Il faut se montrer plus offensif et surtout briser le blocus naval athénien. Sans sa flotte, Nikias et ses hommes sont perdus à des centaines de kilomètres de leur cité. Alors, à l'approche de l'hiver, sachant que la situation ne bougera pas devant les murs, un immense chantier de trières supplémentaires est organisé dans l'enceinte du port. Nikias voit ses pensées tourner de plus en plus au noir. Condamné à l'inaction, il réclame inlassablement des renforts supplémentaires à Athènes. À l'arrivée des beaux jours, la saison s'ouvre sur l'arrivée de renforts pour les deux camps. Les assiégés accueillent premièrement à nouveau une importante force venue du Péloponnèse. 600 hommes de second rang venus de Sparte, accompagnés de 300 Béotiens. Corinthe fournit elle directement 25 trières et 700 hoplites supplémentaires. Toutefois, malgré l'hégémonie retrouvée de Sparte et l'aide du nouvel arrivé, Alcibiade, Sparte ne parvient pas à engager la péninsule entièrement derrière elle. La plupart des cités contribuent ou ouvrent leurs ports plutôt sous la contrainte. Visiblement, la dissension, née avec la Ligue d'Argos, n'est pas encore entièrement étouffée. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté de la mer, devant Syracuse, ce nouvel arrivage fait dangereusement pencher la balance. Les assiégés ont désormais 80 trières dans le port, alors que Nikias n'en a plus que 60 en bon état, les autres ayant été cannibalisés pour réparer les premières. Gylippe veut en profiter pour saisir l'initiative, sûr de sa supériorité navale. Mais la disposition du port et de la rade l'oblige à séparer sa force au moment de la sortie de l'enceinte. 45 trières sortent par le petit port, tandis que 35 autres navires doivent faire le grand tour depuis le grand port. Nikias envoie ses navires en deux forces à leur rencontre, 25 au sud et 35 au nord. Il se sait en infériorité numérique, mais ses équipages sont et demeurent, comme depuis le début du conflit, les meilleurs marins du monde grec. Alors que les navires flambant neufs syracusiens attaquent, les Athéniens engagent une manœuvre de repli, attirant avec eux leurs poursuivants. La discipline et l'expérience faisant leur travail, les Athéniens se retournent au meilleur moment et contre-attaquent les Syracusiens dispersés. 11 navires sont coulés, contre seulement 3 du côté de Nikias. Victoire indéniable, mais qui cache en réalité un terrible revers. Profitant de la bataille dans la rade qui accapare Nikias et ses hommes, Gylippe a envoyé une petite force s'emparer des fortins du Plémyrion. Soudainement, tout change. Les assiégeants sont devenus les assiégés. Les convois de ravitaillement athéniens ne peuvent plus entrer sans danger dans la rade. Heureusement pour Nikias, à son grand soulagement, Athènes a décidé de répondre à sa requête de renfort et a rassemblé des troupes pendant l'hiver. Une flotte, commandée par les stratèges Démosthène et Eurymédon, arrive à leur tour. Moins importante que la première, elle compte malgré tout 73 trières et 15 000 hommes. Ce deuxième corps expéditionnaire est constitué de 3 000 Athéniens, mais également de très nombreux Péloponnésiens. Des hommes venus de l'île occupée de Pylos, des hommes de Naupacte et même de nombreux citoyens de la région de Mantinée, que leur cité laisse partir en tant que mercenaires. L'effort consenti par Athènes est énorme. Mais on voit bien qu'elle parvient à trouver un soutien très important au sein même de la zone d'influence spartiate. Certes, son image impérialiste est peu reluisante au sein de sa propre alliance,
mais celle de Sparte n'est guère mieux au sein du Péloponnèse. La force de renfort parvient à forcer les lignes de Gylippe et rejoindre Nikias, sauvé de l'effondrement. Cependant, le pari n'en est pas moins risqué. Athènes vient de mettre tous ses œufs dans le même panier. La campagne lointaine, pour l'assaut de Syracuse, se transforme en combat vital pour l'avenir d'Athènes, mené à plus de 1500 km de ses murs. Démosthène, tout juste arrivé, ravive un soubresaut d'espoir. Après tout, c'est le vainqueur de Pylos et de Sphactérie, aux côtés de Cléon. Il prend sous son commandement son corps expéditionnaire encore frais et part au nord, dans le but de reprendre le plateau des Épidoles. L'attaque est menée de nuit et prend par surprise les défenseurs. On reconnaît bien là les méthodes peu conventionnelles de cette génération de généraux athéniens. Il parvient à reprendre les fortifications par surprise. Mais les renforts béotiens réagissent promptement et se joignent à la bataille. Le doute gagne les Athéniens. Doute qui se mue en panique, puis en débandade. 2000 Athéniens sont massacrés dans la retraite. C'est un véritable bain de sang. Et un désastre pour le corps expéditionnaire qui sait le siège désormais impossible à mener à bien. Les jours suivants, Démosthène propose qu'on exfiltre ce qui reste de l'armée pendant qu'il est encore temps, mais Nikias refuse. Lui, qui s'était opposé à cette expédition, qu'il jugeait inutile et suicidaire, porte désormais ce fardeau sur les épaules. Il ne veut pas revenir avec l'aveu de la défaite. Il croit encore sa flotte capable de l'emporter. Jusqu'à ce que Gylippe revienne avec une énième vague de renforts. 600 jeunes hoplites venus du Péloponnèse. Le sort est scellé. Il faut retourner à Athènes, et au plus vite. Mais alors que les préparatifs du réembarquement sont sur le point d'être finis, une éclipse totale de lune survient. Nikias l'interprète comme un mauvais présage, et l'évacuation est annulée. Gylippe n'en demande pas plus et n'attend pas plus longtemps. En septembre, sur les conseils des marins corinthiens, les Syracusiens réduisent la longueur de leurs rames et renforcent leur éperon avec des poutres en vue d'un combat frontaux dans l'étroite rade. La bataille navale qui s'ensuit oppose 76 trières de Syracuse à 85 athéniennes. Tirant leçon du premier affrontement, les Syracusiens prennent le dessus et l'emportent sur les eaux. Même s'ils subissent immédiatement après un revers lorsqu'ils débarquent pour la poursuite. Visiblement, les Athéniens n'ont pas dit leur dernier mot, et le fruit n'est pas encore assez mûr. Mais les Syracusiens ont le temps de leur côté. Ils réussissent un coup de maître en fermant la rade avec des chaînes tendues en travers de la passe. La situation est de plus en plus critique pour les Athéniens. Pris au piège, ils mettent à l'eau tous leurs navires, plus d'une centaine de trières chargées de soldats, et effectuent une véritable charge navale pour tenter de passer en force et s'échapper de ce guêpier. L'attaque semble presque réussir. Les combats sont effroyables dans ce qui est présenté comme l'une des batailles navales les plus sanglantes du siècle. Une journée complète de combats acharnés et indécis teinte les eaux de la rade d'un pourpre macabre. Mais les Syracusiens reprennent l'avantage et les débris de la flotte athénienne finissent par refluer vers la côte, laissant la moitié de leur embarcation en ruine. La victoire navale de Gylippe est totale. Les Athéniens devront trouver une autre voie de sortie alors que l'espoir s'amenuise. Menacé d'anéantissement, le corps expéditionnaire athénien doit trouver une solution. 20 000 combattants et autant de civils sont encore bloqués ici, avec Nikias, Eurymédion et Démosthène. Les stratèges athéniens décident de scinder leurs forces en 2 colonnes et fuient en direction de l'ouest. La traversée de la campagne syracusienne est rude. Les Athéniens sont constamment harcelés par les cavaliers et javeliniers ennemis et ne trouvent aucune aide dans la population locale. Les stocks de nourriture atteignent des seuils dangereusement bas. Et rattrapés au bout de quelques jours, les 2 colonnes sont encerclées.
Démosthène et ses hommes se rendent. De son côté, Nicias tente une résistance, en vain. Ses hommes sont massacrés et il est lui aussi capturé. L'expédition athénienne est terminée. La plupart des hommes sont massacrés. Seulement 7000 prisonniers sont capturés et ramenés à Syracuse. Vendus comme esclaves ou parqués dans les latomies, les carrières de la ville, ils y mourront en masse, victimes de privations et de maladies. Les deux grands commandants athéniens, Nicias et Démosthène, figures parmi les figures de la politique de la cité à la chouette, sont finalement exécutés devant une foule en liesse, malgré les objections de Gylippe, confirmant la défaite la plus totale d'Athènes, si loin de chez elle. La défaite en Sicile constitue un tournant majeur dans la guerre du Péloponnèse. Pour Athènes, c'est même un désastre. La cité et ses alliés ont perdu rien de moins que 50 000 hommes, dont 12 000 Athéniens, parmi lesquels 3 000 citoyens et un peu plus de 200 trières. La défaite est telle que Thucydide la décrit comme, je cite, « l'événement le plus considérable de la guerre ». Mettant en cause l'hubris des Athéniens, cette démesure qui les avait poussés à imposer leur hégémonie au monde grec, ne prenant pas assez en compte les limites de leur force. Mais aussi, par la même occasion, avait suscité contre eux la méfiance, voire la haine de ceux qui n'attendaient qu'une occasion favorable pour sortir de l'alliance athénienne. Ce désastre a rompu un équilibre géopolitique et interne qui n'avait pas été remis en cause depuis longtemps. Les véritables raisons de ce fiasco sont nombreuses. Comme le dit Thucydide, la démesure de l'entreprise en est clairement la première. S'attaquer ainsi à l'une des plus grandes cités du monde grec, aussi loin de ses propres bases, était un pari beaucoup trop risqué. Sur le plan militaire, ensuite, les Athéniens n'ont jamais réussi à compenser la supériorité en mobilité des forces de Syracuse, ce qui n'a cessé d'entraver leur ravitaillement dans l'arrière-pays. Enfin, le commandement est divisé entre un Alcibiade passé à l'ennemi, un Lamachos tué dès les débuts des combats, un Démosthène arrivé trop tard et un Nicias dépassé qui n'a jamais été à la hauteur du pragmatisme de Gylippe. En bref, il est difficile pour nous de savoir quelle perte est la plus douloureuse. La destruction des 2/3 de la flotte, la perte irrémédiable de ses équipages les plus expérimentés, le piétinement de son prestige militaire et naval, la mort de ses stratèges et dirigeants les plus importants, ou la trahison et le passage à l'ennemi de son homme politique le plus influent. Moi qui ai l'habitude de conclure mes épisodes sur un bilan contrasté, cette fois-ci je ne pourrais m'y oser. Ce constat est en revanche bien plus favorable à Sparte. Après l'arrivée d'Alcibiade qui les a convaincus d'assister Syracuse, Gylippe a permis, à très peu de frais, de relancer Sparte sur l'échiquier grec. La défaite spectaculaire d'Athènes lui permet de renforcer son autorité sur le Péloponnèse. La grande majorité des cités de la péninsule se rangent désormais derrière Lacédémone, dans une sorte d'union sacrée, et sont prêts à fournir un effort supplémentaire pour enfin espérer une victoire définitive, et surtout la paix qui l'accompagnera. Même les cités de la côte nord rejoignent le conflit, qui reprend officiellement en cette année 413. En plus, Sparte a désormais un atout de poids dans sa manche, Alcibiade. Ce dernier, connaissant évidemment parfaitement sa cité d'origine, ses forces et ses faiblesses, s'engage pleinement dans la collaboration avec l'ennemi d'hier, et risque bien de leur souffler quelques bonnes idées afin de porter le coup fatal à une Athènes certes affaiblie, mais pas encore mise à mort. Mais ça, c'est une histoire pour le prochain épisode. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette histoire assez extraordinaire de l'expédition la plus impressionnante de son temps. N'hésitez pas à me laisser un petit retour en commentaire ou avec un j'aime. Je vous dis
À bientôt pour la suite de la série et vous souhaite d'ici là que l'histoire soit avec vous.